Vous est-il déjà arrivé de jalouser quelqu'un au point de vouloir lui dérober tout ce qu'il possède, et n'avoir aucune limite pour atteindre cet objectif? Quelle que soit votre réponse, accrochez-vous pour l'histoire que je m'apprête à vous raconter. L'État de Californie aux États-Unis regorge de lieux naturels impressionnants, que ce soit la vallée de la mort, aussi majestueuse que dangereuse, curieuse également, avec des pierres de plus de 300 kilos qui bougent toutes seules, le parc national de la Seine, véritable cimetière à volcans, et bien entendu, les séquoias âgés de plus de 3000 ans dans le parc national de Yosemite. Au milieu de tout ça se trouve le comté d'Eldorado, à la frontière avec l'état voisin du Nevada et accolé au fameux lac Tahoe. Là-bas, ce sont les forêts qui dominent. L'environnement est très rural. Nous sommes à des années-lumière de l'ambiance hollywoodienne de Los Angeles. Dans ce comté, il y a un petit triangle composé de 3 villes, Greenwood, Georgetown et Garden Valley. La taille de ces communes est très modeste. Celle de Greenwood dépasse difficilement le millier d'habitants. L'une des principales économies de la ville est le tourisme. Le dimanche 13 septembre 2015 est paisible. Ce jour est rythmé par la messe du dimanche et les matchs de football américain de l'après-midi. Cette fin de semaine tourne au ralenti. Et puis, un appel au 911 brise la quiétude ambiante. Il est signalé un fort incendie, certainement un feu s'étant déclaré en pleine végétation. Il faut intervenir rapidement avant que les flammes ne se propagent et que la situation devienne incontrôlable. Les pompiers arrivent rapidement sur place. Cependant, l'incendie est déjà vif. Les flammes qui se dressent devant les soldats du feu montent jusqu'à plus de 30 mètres et sont bien évidemment mortelles. La chance sourit aux pompiers. Le terrain n'est pas uniquement composé de végétation. Un cours d'eau passe par là, ce qui permet de contrôler plus facilement le feu. Simplement, même s'ils en arrivent à bout finalement, ce sont l'équivalent de 3 terrains de football qui partent en fumée. Mais grâce à l'intervention des pompiers, un désastre a pu être empêché. Évidemment, après ce genre d'incident, il faut vérifier la zone afin de s'assurer que personne n'a été pris au piège par l'incendie et observer les dégâts causés également. Même si la zone est particulièrement rurale, il semble que les flammes ont englouti ce qui s'apparente à une petite structure d'environ 55 mètres carrés, complètement calcinée, dont il ne reste que les fondations. Les pompiers observent attentivement les restes de cette bâtisse, mais ce qui les intrigue n'est pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils sentent. Il y a dans l'air comme une odeur sucrée étrange. Les hommes ne comprennent pas réellement d'où elle peut provenir. Puis ils saisissent. En s'attardant sur les décombres, ils découvrent de la chair brûlée. Il est possible de penser qu'un animal a pu être pris au piège dans cette petite maison, mais cette hypothèse ne traverse même pas l'esprit du pompier qui vient de faire la découverte, puisqu'il a en face de lui un crâne humain ainsi qu'une cage thoracique totalement calcinée. Finalement, cet incendie ne fut pas si anodin et manifestement une personne y a laissé la vie. Après cette découverte terrifiante, la procédure classique est de passer le relais à la police pour qu'elle examine les lieux où est découvert ce cadavre. Lorsque les forces de l'ordre débarquent sur le terrain de la petite structure, il est compliqué pour elles de faire leur travail de manière exhaustive. Les restes de la bâtisse sont encore brûlants et il n'est pas possible de la traverser tant la chaleur est forte. Alors, en attendant que la température redescende, les policiers observent depuis l'extérieur. Leur premier constat est que visiblement, il ne s'agit pas d'une habitation principale, non seulement du fait de la localisation de celle-ci, assez isolée dans la forêt, mais aussi de par sa taille, moins de 60 mètres carrés. Il s'agit donc certainement d'une maison de vacances. Ensuite, ils continuent leurs observations afin de s'assurer qu'il n'y a qu'une seule victime, et un doute s'empare d'eux. Les policiers ont la sensation qu'il y a un second tas d'os dans la propriété, mais ils sont bien incapables de le confirmer, étant bloqués à l'extérieur de celle-ci. Voici les seules informations dont disposent les forces de l'ordre pour le moment. Puisqu'ils doivent patienter que la structure refroidisse pour la fouiller, les alentours font l'objet des premiers contrôles. Bien que la petite maison, pas dans la prairie, mais dans la forêt, ne fasse que 55 mètres carrés environ, le terrain formant l'ensemble de la propriété, lui, fait 8 hectares et il n'est pas vide. Non loin de là se trouve une imposante remorque ainsi qu'un vieux pick-up utilitaire. Une bonne nouvelle, grâce aux plaques d'immatriculation, il est possible d'obtenir la première piste afin de savoir qui aurait pu se trouver dans cette maison,
ou au moins connaître le nom du propriétaire. Après une recherche succincte, il s'avère que le véhicule, ainsi que la remorque, appartiennent à une entreprise, Buchanan Construction, détenue par Adam Buchanan. Il s'agit d'un homme vivant à 160 km de là, à Benicia, dans la banlieue de San Francisco, toujours en Californie, à environ 3 heures de route. Cela confirme ce que les policiers pensaient dans un premier temps, c'est-à-dire que cette maison n'est en réalité qu'une maison de vacances pour des citadins qui souhaitent s'échapper de la ville quelques instants. Maintenant, il reste à savoir qui se trouvait à l'intérieur. Est-ce M. Buchanan lui-même ou quelqu'un d'autre ? En fin de journée, toujours le dimanche 13 septembre, les enquêteurs se penchent donc sur leur première piste en vue de connaître l'identité des cadavres se trouvant à l'intérieur de la maison en ruine. Ils appellent donc leurs homologues de Benicia pour qu'ils vérifient si tous les membres de la famille Buchanan sont bien chez eux. Si ce n'est pas le cas, il y aura des raisons de penser qu'ils pourraient avoir été victimes de l'incendie, et s'ils sont présents, ils pourront peut-être indiquer qui était dans leur maison ces dernières heures. Les policiers locaux acceptent la mission et se rendent sans tarder à l'adresse des Buchanan. Lorsqu'ils arrivent, ils remarquent dans l'allée un pick-up blanc de la marque Ford et supposent naturellement qu'on devrait leur ouvrir la porte. Ils ont vu juste. Après avoir toqué, c'est un jeune homme qui accueille les agents de police. Surpris de leur présence, il leur demande la raison qui les amène, et ces derniers ne lui révèlent pas immédiatement. Ils veulent savoir qui est à la maison avec lui. C'est alors que Nolan Buchanan leur répond qu'il est seul pour le moment. Son père Adam, sa petite amie Molly, ainsi que son petit frère de 8 ans, Gavin, se sont retirés à 160 km de là, du côté de Greenwood, dans leur maison de vacances pour y passer du bon temps. Mais ils sont censés rentrer dans la soirée. Voici qui inquiète les policiers. Il y a de fortes chances désormais que les 3 membres de la famille soient les cadavres découverts à l'intérieur de la maison encore fumante. Seulement il est impossible de faire des conclusions hâtives et il faut d'abord s'assurer de l'identité des dépouilles. Les ruines sont encore trop chaudes pour aller fouiller à l'intérieur, mais il y a un point sur lequel les enquêteurs peuvent d'ores et déjà travailler, parce que Nolan leur a indiqué que 3 personnes devraient être à la maison de vacances. Pourtant, dans les décombres, ils n'ont aperçu que 2 cadavres. Le lendemain, le lundi 14 septembre, la police du comté d'El Dorado fait le déplacement jusqu'à Benicia pour discuter avec Nolan, mais aussi tous les autres membres de la famille Buchanan, afin de comprendre qui aurait pu se trouver à l'intérieur de la maison et potentiellement découvrir des survivants. En parallèle, la police contacte l'entreprise d'Adam Buchanan, afin de s'assurer qu'il ne s'y est pas rendu ce matin, ce qui n'est pas le cas. Les numéros de téléphone de ce dernier, ainsi que sa petite amie, sont utilisés pour déterminer leur localisation ces derniers jours. Voici un élément qui surprend les enquêteurs en charge de l'affaire, puisqu'on leur annonce qu'il est impossible de localiser chacun de ces téléphones. Autrement dit, ils n'étaient pas actifs depuis 2 jours. Ce qui peut paraître curieux, mais peut-être pas tant que ça, s'ils avaient décidé d'un retrait total en pleine nature. Quand ils arrivent à Benicia, les policiers entrent en contact avec Howard et Susan Buchanan, qui sont les parents d'Adam, et naturellement s'inquiètent du sort de leur fils qui est injoignable et dont la maison a brûlé. Les policiers ont besoin de contexte. Ils découvrent en discutant avec Howard et Suzanne que la maison était en construction. Leur fils avait pris l'initiative de la réagencer pour qu'elle soit la plus confortable possible en cas de vacances. Et avec son expérience dans le bâtiment, il n'avait aucun mal à avancer dans les travaux. Même si la maison était en chantier, le bâtiment était tout de même raccordé à des générateurs pour avoir l'électricité. Il y avait des bonbonnes de gaz également, et donc, l'incendie pourrait être accidentel, comme volontaire. Aucune des 2 pistes ne peut être exclue, d'autant plus que l'analyse des ruines n'a toujours pas eu lieu. Cela devra attendre le lendemain. Entre-temps, les policiers sont revenus de leur voyage à Benicia, et les alentours de la propriété continuent d'être examinés. Dans ce qui semble être un grand foyer pour un feu extérieur, des déchets sont trouvés et collectés comme potentiels indices, bien que cela reste maigre. Le mardi 15 septembre, il est enfin possible d'entrer dans les ruines de la maison calcinée. Cette fois-ci, l'investigation entre dans sa phase cruciale. Les éléments qui se trouvent parmi ces cendres pourraient être d'une importance capitale pour reconstruire les événements qui se sont déroulés ici. La première information vérifiée est bien entendu les restes humains. Non pas que les policiers doutaient qu'il y en ait sur les lieux, mais souvenez-vous, il n'était pas certain qu'ils appartiennent à 2 personnes différentes.
Désormais, ils en ont le cœur net. Non seulement ce sont bien des restes humains, ils sont au nombre de 2, mais surtout en fouillant, ils font la découverte de ceux d'une troisième personne. Et cette découverte change littéralement la direction que va prendre cette enquête. Pas parce qu'il y a un troisième cadavre, mais parce que ce troisième cadavre révèle un élément qui remet en question la cause de la mort des personnes se trouvant dans cette maison. Un morceau d'os est découvert, mais contrairement à ceux qui ont été collectés jusque-là, celui-ci a un trou parfaitement circulaire. Les enquêteurs, en mettant la main sur ce reste humain, comprennent aussitôt que ce qu'il s'est joué entre ces murs apparaît bien plus sombre que ce à quoi ils avaient pensé. À présent, la théorie de l'homicide est privilégiée. L'accident mortel est balayé d'un revers de la main. Mais cela signifie qu'il faut réorganiser la façon de conduire l'investigation. Le feu ayant été certainement un moyen d'effacer les traces d'un crime, dans quelles circonstances celui-ci s'est-il produit? Est-ce un cambriolage qui aurait mal tourné? Un rôdeur dangereux de la région? Un acte prémédité? Ces personnes sont elles-mêmes décédées en ces lieux? Autant de questions auxquelles il va falloir tenter de répondre pour intercepter le meurtrier, et bien que l'identification des victimes n'a pas encore eu lieu, il y a de fortes chances pour qu'elles soient toutes de la famille Buchanan. Pour en être certain et ne rien laisser au hasard, tous les restes humains sont collectés pour être envoyés auprès d'un médecin légiste qui aura la lourde tâche d'effectuer les autopsies afin d'identifier définitivement à qui appartiennent ces corps et la cause de leur mort si cela est possible. En ce qui concerne les restes humains du premier cadavre, il est découvert qu'une balle s'est logée au niveau de la hanche. Un fragment de balle au niveau de l'une des vertèbres est également retrouvé. Les restes du deuxième cadavre n'apportent quasiment aucune information, celui-ci étant bien trop carbonisé. En revanche, des morceaux de plusieurs douilles se trouvaient autour, faisant pointer de plus en plus cette enquête vers ce qu'avaient envisagé les policiers, c'est-à-dire un homicide. Les restes humains de la troisième dépouille ne viendront pas contredire les analyses réalisées jusque-là, puisqu'il s'agit du morceau de crâne, démontrant ainsi que cette personne est décédée après un tir au niveau de la tête. En revanche, le médecin légiste annonce que cet os n'appartient pas à un adulte, mais bien à un enfant. Très rapidement, les soupçons des enquêteurs vis-à-vis de l'identité des victimes sont confirmés. Il s'agit bien de la famille Buchanan qui s'était rendue dans sa maison de vacances. Adam et Gavin Buchanan, ainsi que Molly McAfee, ont été abattus par balle. Maintenant que la confirmation est tombée, voici l'un des aspects les plus difficiles du métier pour les policiers. Il faut contacter les familles Buchanan et McAfee pour leur transmettre la triste information, même si chacune d'elles s'attend à une telle nouvelle. Rien ne peut préparer à la mort d'un proche, tout le monde est dévasté. Les circonstances sont atroces. Pourtant, ni Molly, qui était pleine de joie de vivre, ni Adam, qui avait retrouvé l'amour avec sa petite amie, ne semblent avoir d'ennemis les détestant au point de souhaiter leur mort. Adam a bien eu un premier mariage qui n'a pas fonctionné avec un enfant issu de cette union, Nolan, dont Adam a la charge, mais cela n'explique pas un tel meurtre. Il est possible d'avoir des hauts et des bas dans des relations de couple, sans que cela ne conduise à la mort. D'ailleurs, après cette rupture, tout se passait bien. Adam prenait soin de son fils, qu'il espérait voir reprendre l'affaire familiale, l'entreprise de construction. Une fois remis de la douleur émotionnelle que procure une séparation, Adam a rencontré Molly grâce à un site de rencontre en ligne. Leur premier rendez-vous était pour le moins très américain, avec un premier contact dans un Starbucks avant de se rendre au stand de tir. Cela a fonctionné directement entre eux. Ils avaient énormément de points communs et Molly avait même de l'expérience dans le domaine du bâtiment, qui est aussi celui d'Adam. L'alchimie s'est créée instantanément, le coup de foudre si l'on peut dire. Ils n'ont pas tardé à franchir les différentes étapes importantes d'une relation amoureuse, et très vite, Adam a proposé à Molly de venir habiter chez lui, ce qu'elle a naturellement accepté. Malgré la vitesse d'évolution de leur relation, tout se passe bien, jusqu'à leur décès tragique. Ils menaient une vie commune depuis 10 ans. L'entente se déroule à merveille. Adam et Molly ressentent communément l'envie d'avoir un enfant, qui naîtra quelques années après leur rencontre. Il s'agit de Gavin, qui devient le demi-frère de Nolan, son aîné. Ce tableau idyllique est ce qui est peint en premier lieu par les proches du couple. Cependant, les enquêteurs finissent par apprendre que cette relation n'était pas aussi stable qu'elle pourrait le laisser paraître.
Depuis un certain temps, Adam et Molly se disputaient régulièrement. Pas le genre de conflit qui pourrait amener à un divorce, mais suffisamment virulent pour amener Molly à retourner chez ses parents durant quelques jours, y compris avec Gavin de temps en temps. Plus inquiétant encore, les enquêteurs apprennent que tous les deux partaient régulièrement chasser dans le coin où se trouvait leur maison de vacances. Chacun d'eux étant armé, il est possible de penser qu'une dispute aurait pu mal tourner avec un drame à la clé, et que l'un des binômes du couple, après avoir réalisé ce qu'il avait commis, mette lui-même fin à ses jours ensuite. Voilà une piste intéressante. Si toute cette affaire est née d'une dispute avec des personnes s'étant entretuées dans la maison, cela signifie qu'à côté de l'une des dépouilles, l'arme du crime devrait être retrouvée. Les policiers fouillent donc minutieusement les ruines pour tenter de mettre la main sur l'objet qui aurait enlevé la vie à ces 3 personnes. Évidemment, vu l'état de la structure, la tâche est complexe. L'arme pourrait être en très mauvais état et même ne plus être entière, mais il est nécessaire de bien vérifier pour valider ou invalider l'hypothèse des enquêteurs. Cette fouille est donc primordiale, parce que dans le cas où l'arme serait retrouvée, la piste initiale pourrait être creusée. Dans le cas contraire, cela signifie qu'une personne extérieure est venue exécuter les membres de cette famille. 5 jours durant, les équipes scientifiques de la police se relaient pour nettoyer la moindre cendre au sol de cette petite maison pour y découvrir la trace d'une arme à feu dont le calibre pourrait correspondre à celle qui a tué ces personnes. Les recherches sont effectuées avec une précision chirurgicale, et à la fin de celle-ci, la conclusion est la suivante. Il n'y a pas d'arme à feu qui se trouvait dans la maison quand celle-ci a brûlé. Autrement dit, le meurtrier n'est ni Adam, ni Molly. Gavin, évidemment âgé de 8 ans, n'est pas concerné. Il s'agit d'une 4e personne. Dans le cadre de la résolution de l'affaire, l'absence de cette arme dans la maison des Buchanan est une bien mauvaise nouvelle dans la mesure où l'enquête doit repartir de zéro, sans suspect, ni même indice qui pourrait orienter l'investigation vers un nom. Alors, les enquêteurs, comme à chaque fois dans ce genre de situation, s'attardent sur la vie d'Adam et Molly afin de déceler la moindre tension qu'ils auraient pu avoir avec n'importe qui. Une rancœur aussi infime soit-elle qui aurait pu conduire pour une raison ou une autre à cet acte monstrueux. Les policiers ont déjà longuement discuté avec les parents d'Adam, mais n'ont pas encore posé de questions à un autre membre de la famille qui partage leur quotidien, Nolan, le fils d'Adam âgé de 16 ans. Le garçon explique qu'il essaye de rester fort après la perte de ses parents. Il vit désormais avec ses grands-parents. Il indique aux policiers qu'il ne s'est pas rendu à la maison de vacances parce qu'il avait une mission, celle de s'occuper du jardin et de l'entretien de la maison familiale durant l'absence d'Adam, Molly et Gavin. Il explique qu'ils ont bien dit qu'ils se rendaient du côté de Greenwood et qu'ils conduisaient le pick-up blanc que la police a vu en arrivant sur le lieu du crime. S'ils ont utilisé ce véhicule utilitaire plutôt que leur voiture habituelle restée dans l'allée de la maison, c'est parce qu'Adam avait chargé des pierres pour embellir la maison de vacances. Les enquêteurs demandent ensuite à Nolan s'il a eu vent de problèmes de voisinage. Le jeune homme évoque effectivement des soucis avec un voisin qui plante sans scrupule du cannabis sur le terrain des Buchanan. Voici une déclaration intéressante qui alerte les policiers. Si une personne plante de la marijuana, elle est encline à défendre sa culture, qui peut être un véritable pactole selon la quantité, mais aussi sa source de revenus principale. C'est aussi un élément qui pourrait attirer des voleurs qui souhaiteraient dérober les plants cultivés. Autrement dit, voilà 2 sources de danger potentiels liées au monde criminel qui plus est. D'autant plus que dans ce coin des États-Unis, il est fréquent que les crimes violents soient liés à la culture du cannabis. C'est un bon départ. Les policiers continuent à questionner Nolan à propos de l'entreprise familiale cette fois-ci. L'adolescent révèle que les affaires de son père n'étaient pas au mieux ces derniers temps. Les difficultés étaient même sérieuses. La société ayant connu une compression d'effectifs et le nombre de salariés avait chuté à 5, le chiffre le plus bas depuis bien longtemps. Les finances n'étaient visiblement pas au beau fixe, d'après ce que disait son père, dont les dettes liées à son entreprise s'accumulent. Il y a de quoi faire, et les forces de l'ordre ne perdent pas de temps. Le vendredi 18 septembre 2015, 6 jours après la découverte macabre, ils approfondissent le conflit à propos de la culture de cannabis. Ils apprennent qu'effectivement, il y a eu un litige entre les voisins et Adam, qui s'est rendu directement chez eux pour leur enjoindre de retirer les plants qui poussaient sur sa propriété. Autrement, il appellerait la police.
Un ultimatum qui aurait pu fortement déplaire, au point, selon les enquêteurs, d'amener au meurtre de la famille et à l'incendie de leur maison. Le problème est que personne n'a aucune idée de quel voisin il s'agit réellement. Alors, les forces de l'ordre toquent à toutes les portes alentours pour en savoir plus à propos de cette histoire. Finalement, l'un des enquêteurs chargés de l'affaire tombe sur un voisin capable de l'éclairer à propos de ce litige. Et il confirme qu'il y a bien eu une culture de cannabis, un échange verbal entre Adam et cette personne, ainsi qu'un ultimatum posé par ce dernier. En revanche, il semble que tout ceci ne soit pas allé plus loin, le voisin ayant retiré la marijuana et ayant même quitté le coin. La piste de la vengeance autour d'un conflit de voisinage vole en éclats. Il reste celle en lien avec les difficultés financières qu'éprouve l'entreprise d'Adam. Toujours le vendredi 18 septembre, les policiers se renseignent sur l'entreprise. Ils apprennent que la santé de la société est au plus mal, dans la mesure où celle-ci est en faillite et endettée à hauteur de 30 000 $, entraînant le licenciement d'un certain nombre d'employés. En s'informant sur les relations que les salariés entretenaient avec Adam, il apparaît qu'avec certains d'entre eux, ils n'avaient pas une grande affinité. Pour les policiers, il ne serait pas impossible que des représailles après un licenciement aient pu se produire, notamment du fait de la perte d'un salaire qui aurait pu mettre en difficulté certains collaborateurs. Les enquêteurs demandent donc un mandat pour accéder légalement dans les locaux de l'entreprise et fouiller dans les documents de la société afin de comprendre si l'un des employés ou ancien employé pouvait être à l'origine du meurtre. Le lendemain, le samedi 19 septembre, le lycée du coin organise une sortie pour nettoyer une zone de déchets qui y sont régulièrement jetés par des passants. Le lieu qui fait l'objet de ce nettoyage ne se trouve qu'à 1 km environ de l'entreprise de construction d'Adam. Alors que les élèves du lycée ramassent les ordures, l'un d'entre eux découvre un petit sac caché derrière un buisson. À côté de celui-ci est posée au sol une carabine de calibre 22. Évidemment, la police est aussitôt contactée. Quand elle fouille dans le sac, celui-ci révèle la carte d'identité d'Adam Buchanan. À ce stade, les enquêteurs supposent que le tueur s'est emparé des pièces d'identité de la famille pour compliquer l'investigation et que l'arme est celle qui a permis de tuer les 3 personnes retrouvées calcinées dans la maison. C'est une découverte importante. Une personne s'est rendue jusqu'à Greenwood pour exécuter la famille avant de revenir à Benicia pour se débarrasser du sac et de l'arme du crime. Nécessairement, cela réduit les possibilités, et le tueur est certainement une personne du coin de Benicia. Les policiers sont confortés dans l'idée qu'il s'agit de l'un des employés de l'entreprise de construction d'Adam, ces preuves ayant été retrouvées à seulement 1 km du siège de la société. L'énergie des enquêteurs se concentre alors sur l'entreprise familiale. Le fusil apparaît bien préservé, tout comme le sac et les éléments qu'il contient. Le tout est donc envoyé en laboratoire pour analyse. Le mandat, qui avait été réclamé par la police pour l'autoriser à inspecter la société, est finalement délivré par un juge, ce qui permet aux enquêteurs de pénétrer dans les lieux pour mener l'investigation. Les premiers documents auxquels ils s'intéressent sont les fichiers financiers de l'entreprise, pour connaître les noms des possibles créanciers avant de s'intéresser aux employés. Seulement, quand ils débarquent sur les lieux, ils remarquent un dispositif de vidéosurveillance, ce qui est une bonne nouvelle, parce que toutes les entreprises du coin n'en sont pas nécessairement équipées. Le dispositif pointe directement sur le centre de l'aire de stationnement. Comme les policiers savent que la famille est partie en direction du chalet le vendredi, ils sont curieux de regarder cette bande pour savoir si un événement particulier s'est produit sur ce lieu ce jour. Sur la vidéo, il est tout à fait possible de distinguer la grande remorque qui se trouvait garée à côté de la maison de vacances des Buchanan. On aperçoit également très nettement Adam et son fils Nolan en train de charger des palettes avec les pierres pour embellir l'endroit, comme l'a mentionné ce dernier aux policiers. Pourtant, un élément fait basculer toute l'enquête. Il apparaît anodin, mais le véhicule auquel est rattachée la remorque n'est pas le vieux pick-up blanc stationné à la maison de vacances, mais le pick-up blanc de la marque Ford qui se trouvait dans l'allée de la maison des Buchanan lorsque les enquêteurs sont allés questionner Nolan pour la première fois. Le jeune homme de 16 ans a menti aux policiers, et il entre aussitôt dans le collimateur de ces derniers qui n'éludent aucune hypothèse. Alors évidemment, ce sont uniquement des soupçons, mais
Force est de constater que le pick-up de marque Ford est allé jusqu'à la maison de vacances et que quelqu'un l'a interchangé avec le véhicule le plus vieux. Dans la foulée, ils reçoivent un appel de Suzy Slandcard, la mère de Molly, qui explique que la famille s'est réunie pour un déjeuner durant la semaine, et il y avait naturellement Nolan. Bien entendu, il lui a été demandé pourquoi n'était-il pas à la maison de vacances avec les autres membres de sa famille le jour du meurtre. Et l'adolescent dévoile une réponse étrange. Il aurait dit « Je ne suis plus un héritier, je suis devenu le propriétaire. Mon père a fait couler l'entreprise Buchanan Construction, et maintenant je suis le propriétaire. » Derrière ces mots bizarres, il enchaîne avec un discours tout aussi surprenant, expliquant la manière dont il compte s'y prendre pour s'émanciper, pour enfin contrôler seul l'entreprise familiale. Il parle également de vendre les actifs de la société pour la sauver de la faillite. Des paroles curieuses sortant non seulement de la bouche d'un adolescent, mais qui, en plus, vient de perdre toute sa famille. Une réaction qui a conduit à l'appel de Suzy afin de signaler le comportement du garçon aux enquêteurs. Les images de vidéosurveillance, combinées au comportement étrange de Nolan, forcent les policiers à creuser de son côté. Il est donc convoqué pour un nouvel interrogatoire. La stratégie des enquêteurs n'est pas frontale. Ils ne lui demandent pas de justification sur les éléments incohérents qu'ils ont relevés. Au lieu de cela, ils vont manier les questions de façon à ce que l'adolescent finisse par se coincer lui-même avec ses explications, s'il devait être impliqué dans le meurtre de ses parents. Ainsi, cela évite de le braquer, mais cela permettrait également d'obtenir plus facilement des aveux. Encore une fois, s'il est l'auteur de cette tuerie. Durant le premier interrogatoire, les policiers qui n'avaient pas de raison de le suspecter ont simplement recueilli sa déclaration dans laquelle il était assez évasif sur ses activités au cours de la fin de semaine quand sa famille a été abattue. Mais ce second interrogatoire fait un peu plus parler l'adolescent qui explique avoir passé le samedi seul à la maison. Le dimanche, par contre, il se serait rendu à l'église le matin accompagné de sa petite amie et la famille de celle-ci. Ensuite, il aurait passé une partie de la journée avec des amis à lui dans un centre commercial avant de sortir à nouveau avec sa petite amie. Les enquêteurs laissent le garçon raconter son histoire, mais se permettent de l'interrompre pour lui demander comment est-ce qu'il a pu financer sa sortie au centre commercial, mais aussi son rendez-vous du soir avec sa petite amie. Nolan indique que son père avait une carte bancaire à la maison lui permettant de faire des retraits, et qu'il s'est servi. Dans la foulée, un mandat de perquisition est sollicité auprès d'un juge pour examiner la maison des Buchanan à Benicia, qui pourrait regorger d'indices précieux et peut-être cette fameuse carte bancaire de retrait. Une fois le mandat obtenu, les enquêteurs se pressent pour se rendre à la maison des Buchanan. Là-bas, ils trouvent effectivement la carte bancaire dont leur a parlé Nolan. Elle est découverte sur le dessus d'un coffre-fort. Le véhicule de la marque Ford est toujours dans l'allée également. Celui-ci est examiné de plus près, et de la terre rouge semblable à celle se trouvant à Greenwood est repérée. Ce qui est intéressant, parce qu'il a plu récemment, la terre aurait donc dû disparaître, ou en tout cas ne pas être autant présente d'après les policiers, qui supposent donc que le véhicule a dû être conduit jusqu'à Greenwood récemment. Ces indices s'ajoutent à la bande de vidéosurveillance de l'entreprise Buchanan Construction, qui expose le mensonge de Nolan à propos de la voiture utilisée par Adam pour se rendre à la maison de vacances. Le véhicule dans l'allée est saisi pour que des analyses plus approfondies soient menées, et Nolan Buchanan devient le principal suspect dans la tuerie de la maison de vacances de Greenwood. Bien que l'adolescent soit dans le collimateur de la police, il faut démontrer son implication avec le maximum de preuves possibles pour l'envoyer devant un tribunal et être convaincant dans le cas où un jury devrait statuer sur sa culpabilité. Faire admettre qu'un enfant de 16 ans a massacré sa famille de sang-froid, y compris son petit frère de 8 ans, n'est pas chose facile si le dossier n'est pas solide. C'est donc la tâche à laquelle les enquêteurs s'attellent. Cela commence plutôt bien avec le retour des analyses du laboratoire qui s'est concentré sur l'arme supposée du crime, le fusil de calibre 22. Sur ce fusil sont découvertes les empreintes digitales de Nolan Buchanan, prouvant ainsi qu'il a manié cette arme. Une première étape importante, mais loin d'être suffisante.
Il faut apporter la preuve que l'adolescent s'est bien rendu à la maison de vacances alors que sa famille s'y trouvait également. Pour réussir cet exploit, les policiers se concentrent sur les mouvements bancaires des comptes de Molly et Adam les jours précédant le meurtre, mais aussi le jour même. Il est découvert une transaction effectuée le vendredi 11 septembre, date à laquelle toute la famille devait se rendre à la maison de Greenwood. Cette transaction, d'un montant de 36 $, correspond à un paiement effectué dans le restaurant Taco Bell de Fairfield, une ville sur le trajet menant à la maison de vacances entre Benicia et le comté d'Eldorado. En sachant cela, les enquêteurs contactent le restaurant puisqu'ils n'ont aucun doute sur le fait que celui-ci est équipé d'un dispositif de vidéosurveillance, et c'est le cas. L'heure de la transaction permet de trouver le moment où la famille Buchanan aurait dû se trouver au restaurant. Sur la vidéo, il est possible de voir le pick-up blanc Ford tractant la grande remorque repérée sur le lieu du crime. En fouillant le véhicule, qui avait été saisi quelques jours auparavant, le reçu correspondant à la transaction du Taco Bell est retrouvé. Il date bien du vendredi 11 septembre 2015, mais ce qui intrigue les enquêteurs est le détail de la commande passée. Il y a plusieurs sandwichs, mais surtout, il y a 4 boissons qui ont été commandées. Pourquoi, si les Buchanan s'étaient rendus à 3 à la maison de vacances, auraient-ils commandé 4 boissons ? Cela n'a pas de sens. Les policiers réunissent les déchets qu'ils trouvent dans le véhicule pour reconstruire le menu présent sur le ticket de caisse. Et alors qu'ils pensaient que les déchets découverts au tout début de l'enquête, dans le foyer du feu devant la maison des Buchanan, ne leur seraient pas d'une grande utilité, voici que cela devient une preuve. Les déchets du véhicule, combinés à ceux retrouvés devant la maison, permettent de reconstituer la commande passée à ce Taco Bell et confirment ainsi que le pick-up blanc Ford s'est bien retrouvé à Greenwood. L'enquête s'envole. La transaction suivante qui est analysée est celle du samedi 12 septembre, le lendemain, où 40 $ ont été retirés depuis un distributeur automatique situé dans un bar à Penryn, une ville à 30 minutes environ de Greenwood. Comme pour le Taco Bell, les policiers se rendent à l'établissement pour étudier la situation, et ils découvrent là encore des caméras de vidéosurveillance qui vont leur raconter les événements de ce samedi soir. La vidéo montre clairement Molly et Adam dans ce bar. Ce dernier retire 40 $ au distributeur de billets pour payer les consommations. Et il n'y a aucun doute sur leur présence puisque leur véhicule est filmé à l'extérieur du bar. C'est un point important, parce que cela montre qu'Adam était en possession de sa carte bancaire ce soir-là, et donc toute cette fin de semaine. Ces images permettent également de connaître l'heure à laquelle le couple a quitté le bar, leur itinéraire, puisqu'il y a de fortes chances qu'ils soient rentrés à Greenwood. Et donc, les enquêteurs remontent le chemin qu'auraient pu emprunter Adam et Molly pour observer les endroits munis d'un dispositif de vidéosurveillance, afin d'obtenir encore plus de contexte. Très bonne stratégie, dans la mesure où un restaurant nommé Cork and Fork possède une caméra pointant directement sur l'autoroute. Avec les informations dont disposent les policiers, ils n'ont aucun mal à retrouver le véhicule Ford revenant du bar Valencia à environ 2h30 du matin. Et ils sont persuadés qu'à l'intérieur se trouvent Adam et Molly. Simplement, à 3h30 du matin, cette même caméra montre le même véhicule quittant Greenwood. Les enquêteurs ont l'intime conviction qu'à ce moment, c'est Nolan qui se trouve dans la voiture après avoir assassiné sa famille et brûlé leur cadavre. Le lendemain, le dimanche 13 septembre, de nouvelles transactions sont contrôlées, notamment dans un Starbucks, un McDonald's et une station-service. Au McDonald's, les policiers demandent à consulter le détail du reçu correspondant à la transaction bancaire du compte d'Adam. Il n'y a pas à manger pour 4 personnes sur cette addition. À nouveau, les caméras de vidéosurveillance jouent un rôle crucial. Les bandes montrent clairement le véhicule Ford, qui se trouvait à la maison de vacances, sur l'aire de stationnement du restaurant, avec à son bord une seule personne, Nolan Buchanan. Les enquêteurs prennent contact avec la banque d'Adam, Bank of America, qui confirme qu'une seule carte au nom d'Adam a été émise. Ils en sont certains désormais. Cette carte, entre le 11 et le 13 septembre, a voyagé entre Benicia et Greenwood en faisant l'aller-retour. Avec cette montagne de preuves accablantes, il est temps de retourner voir l'adolescent qui est actuellement au lycée. Mais hors de question de mettre sur pause cette enquête. Il est sorti de sa salle de classe pour être interrogé. Nolan avait indiqué aux enquêteurs que la carte bancaire avait été laissée par son père qu'il n'avait pas suivi à la maison de vacances pour rester seul à la maison.
Les policiers ne se privent pas pour expliquer qu'ils savent que cela ne s'est pas produit, dans la mesure où la carte s'est baladée entre Benicia et Greenwood, preuve à l'appui. Ensuite, il est montré à l'adolescent une image de la vidéosurveillance du Taco Bell. Il lui est demandé ce que cette image lui évoque. Le garçon se fige silencieusement. Il vient certainement de comprendre que la police l'avait définitivement cerné. Après ce silence gêné, Nolan Buchanan est officiellement placé en état d'arrestation pour le meurtre de toute sa famille dans cette maison de vacances. C'est en novembre 2015 que l'inculpation de Nolan Buchanan pour le meurtre prémédité de son père Adam, sa belle-mère Molly et son beau-frère Gavin est lancée. Une requête devant le tribunal pour enfants est engagée pour que celui-ci se dessaisisse de l'affaire au profit d'un tribunal pour adultes. C'est une bataille juridique qui prend son temps, puisque ce n'est qu'en 2017, 2 ans après les meurtres, que la réponse à cette requête est transmise et elle valide le jugement en tant qu'adulte de Nolan Buchanan, pourtant mineur au moment des faits. L'audience s'apprête à être mouvementée, dans la mesure où le jeune homme plaide la légitime défense, affirmant que le tueur n'était pas lui, mais son père. Une révélation qui, bien entendu, choque toute l'assistance, que ce soit les policiers ou les membres des 2 familles. Nolan donne alors une nouvelle version de ce qu'il s'est passé durant ces jours tragiques. D'après lui, le soir du samedi 12 septembre, il se serait endormi dans son lit à la maison de vacances. Son frère, Gavin, se trouvait juste à ses côtés dans un lit de camp. Tous 2 se seraient réveillés en sursaut lorsqu'ils ont entendu du bruit et des cris. C'est alors qu'il aurait aperçu le canon d'un fusil pointé vers Gavin. Quelques dixièmes de seconde après, une détonation retentit et son petit frère est abattu d'une balle dans la tête. Dans la panique, l'adolescent ne parvient pas à voir le tireur. Il remarque en revanche que le canon se tourne vers lui. Pour sauver sa vie, il se jette sur l'arme et lutte avec l'individu. Par miracle, il réussit à le repousser et tire à 2 reprises sur cette personne, qui est en réalité son père. En réalisant le carnage qui venait d'être commis, il serait ensuite sorti au véhicule pour attraper de l'essence et mettre le feu à la maison afin de faire croire que rien ne s'était passé ici, avant de s'enfuir avec le véhicule familial, la Ford blanche. C'est la version que tient Nolan devant le jury, mais le médecin légiste va la remettre en cause, parce que l'impact de balle observé sur le morceau de crâne de Gavin correspond à un tir à quasiment 90 degrés, tandis qu'Adam, avec le scénario peint par Nolan, aurait certainement tiré avec un angle de 45 degrés. Et avec un angle de 45 degrés, la forme de l'impact n'aurait pas été celle présente sur le morceau de crâne. L'accusation estime que Nolan a abattu son frère quand ils se sont retrouvés seuls dans la maison pendant que leurs parents passaient du bon temps au bar Valencia. Il a ensuite patienté jusqu'à leur retour avant de leur tendre une embuscade. D'après l'endroit où les corps ont été retrouvés, Adam est certainement le premier à avoir été exécuté. L'adolescent a ensuite récupéré le fusil, le sac de Molly, il a mis le feu à la maison avant de s'enfuir et de retourner à Benicia. Le garçon a ensuite contacté sa petite amie pour passer le dimanche avec elle et faire ce qu'il a décrit aux agents de police en pensant se construire un alibi. Mais quel est le mobile d'un tel massacre ? Nolan n'ayant jamais avoué, il y a des doutes sur ce point. Mais d'après son comportement, il se pourrait que ce soit l'argent, estimant qu'il serait plus à même de diriger l'entreprise plutôt que son père, qui éprouvait des difficultés sur ce point. Le vendredi 13 juillet 2018, après 2 heures de délibération, le jury populaire rend son verdict. Nolan Buchanan est reconnu coupable du meurtre avec préméditation d'Adam Buchanan, Gavin Buchanan et Molly McAfee, et pour ce crime, il est condamné à 150 années d'emprisonnement. Il pourra cependant demander une libération conditionnelle à partir de sa 25e année d'incarcération. Un drame qui survient presque de nulle part. Seul Nolan Buchanan sait au fond de lui ce qui lui a appris d'abattre de sang-froid toute sa famille ainsi. Voici pour cette histoire, si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.